on a une question qui nous a été envoyée cette semaine. Est-ce que tu veux que je te la pose tout de suite ? Bien sûr, Voilà. vas-y. Donc une fois qu'on a annoncé cette thématique, on a reçu une question en rapport avec donc les traumas, les traumatismes. Je vais vous la lire, on va essayer d'y apporter des réponses. Alors cette personne, on va l'appeler Clara pour la garder anonyme. Bien Et sûr. voici ce qu'elle nous dit. J'ai essayé de faire un petit résumé. Donc s'il te manque des éléments, tu me demandes. Ça Voilà. marche. Donc il y a 3 ans, j'avais 15 ans. Je pratiquais un nouveau sport. Pendant les grandes vacances, mon club était fermé. Du coup, on s'entraînait entre nous, entre membres. Un jour, je me suis entraîné avec un homme du club, plus âgé, avant d'aller chez lui pour nettoyer le matériel que nous venions d'utiliser. Là, je me suis assise de fatigue sur le canapé. À ce moment, il s'est approché de moi et est devenu très tactile. Il me déshabille et se déshabille également. Il m'embrasse et va beaucoup trop loin. Toi, rien que d'en parler, ça me... C'est perturbant. C'est perturbant. Ouais, je ne veux pas rentrer dans les détails, nous dit-elle. À ce moment-là, j'étais pétrifié, je ne pouvais pas bouger. Une fois fini, je n'ai pas pu parler et lui n'a rien dit non plus. Il m'a ramené chez moi en voiture. Une fois chez moi, j'ai appelé un ami pour qu'il me prenne une pilule du lendemain, mais cet ami n'était pas disponible. J'ai donc fait 10 km en vélo pour en chercher une. Après cet événement, j'en ai très peu parlé. Sur le coup, j'ai pleuré, mais c'est parti très très rapidement, comme si c'était oublié de ma mémoire. Et là, on va donc en arriver au traumatisme, je suppose, tu vas nous le dire dans quelques instants, puisque à la suite de ça, Clara est tombée amoureuse d'un jeune homme avec qui elle a couché, mais là elle n'a ressenti aucune sensation, aucun plaisir. Quelques années plus tard, elle a eu un autre petit copain avec qui elle a eu un rapport également, mais là pareil, aucun plaisir, aucune sensation. Elle ressentait l'excitation du avant, mais dès la pénétration, plus rien. Ça bloquait. Okay. Voilà, donc Clara précise que les cauchemars ne sont arrivés qu'1 an plus tard, donc à l'âge de 16 ans, avec des flashbacks, et plus elle grandit, plus elle y pense et plus c'est difficile. La moindre allusion à quelconque viol ou attouchement lui fait serrer les jambes le plus fort possible et ressent une pression à la poitrine. Donc à ce jour, elle en a parlé à quelques amis de son âge, mais à personne d'autre de peur de se faire juger, et là ça arrive souvent, hein, ce genre de problème. Elle a peur de ne pas se sentir légitime pour parler d'abus sexuels étant donné qu'elle n'a pas souffert immédiatement. Comment sortir de tout ça ? C'est fort quand même ces paroles. Alors c'est fort et merci beaucoup Clara pour ce témoignage parce que en fait ça image tout. Voilà, il y a tout dans ce témoignage. Alors j'aimerais juste faire moi ça me fout la chair de poule. Bah justement, je voulais revenir là-dessus juste pour aussi mettre des mots, peut-être une explication sur la réaction de Laurent. Et bien sûr, moi aussi, mon corps se met en alerte à ce moment-là, parce que c'est quelque chose qui dérange, parce que c'est un danger pour nous, d'accord ? Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et imaginaire. Notre cerveau réagit à l'émotion, aux perceptions. Donc si tu as un bon imaginaire, que tu te projettes dans cette scène, que tu vis en quelque sorte cette scène par ce témoignage... Donc là on parle de notre ressenti à nous, hein, à c'est nous, ça ? Okay. À nous. Tu peux très bien créer un traumatisme. D'accord, sans avoir vécu du coup la situation. C'est ce qu'on appelle un faux traumatisme. C'est-à-dire que nous, enfin moi en cabinet, quand quelqu'un vient me voir en disant « j'ai été traumatisé », je ne suis pas là pour évaluer si c'est vrai ou pas. Je suis là pour vérifier s'il y a un impact ou pas. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'on peut très bien, rien qu'en regardant un film qui n'est pas de notre âge, enfant, voir une scène qui déclenche une charge émotionnelle. C'est pas pour rien qu'il y a des films interdits au moins de 10 ans, au moins de 12 ans, au moins de 16 ans. Et c'est pas pour rien non plus qu'il faut essayer de respecter les petits la signalisation. Exactement, ou au moins en parler après pour essayer de libérer la parole. Et donc, ces films-là peuvent créer un amalgame, peuvent créer une association à cette scène-là. Et par exemple, j'ai vu un film où il y avait un kidnappeur. Et ben, à chaque fois que je me couche, j'imagine qu'il y a un kidnappeur. Et du coup, j'ai peur la nuit, j'ai des troubles du sommeil plus tard. Dès qu'il y a un bruit, je suis inconfortable, etc. J'ai un traumatisme. D'accord, ok. D'accord ? Pourtant, je n'ai pas été kidnappée. Okay ? Donc, il y a ces faux traumatismes-là. Et c'est pour ça, je pense que toi, Laurent, en lisant bien sûr ce témoignage, et ça vous est peut-être arrivé aussi, il y a cette réaction un peu de malaise et de survie. C'est ton cerveau reptilien qui te dit « Ah, j'aime pas ça, j'aime pas projeter ça et je ne voudrais pas que ça m'arrive. » D'accord, voilà. Ça marche. Maintenant, donc, cette fois-ci, on va essayer de répondre à la question de Clara. Comment essayer de sortir de cette situation ? Puisqu'encore une fois, elle l'a mise sous le tapis, là, je pense. Alors oui. Comment sortir, si vous voulez bien, on y vient dans 5 minutes. J'aimerais expliquer ce qui s'est passé pour Clara, en fait, à ce moment-là. C'est-à-dire que Clara, je ne sais pas si tu nous regardes, mais en tout cas, au moment où il y a eu déjà cet acte, c'est-à-dire au moment où il y a eu cette agression sexuelle, tu as été donc pétrifié, ce sont ces mots, hein, je crois. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la sidération. C'est-à-dire que quand notre cerveau reptilien va se mettre en marche, d'accord, 3 réactions primitives s'offrent à nous. La fuite, l'attaque, l'immobilisme, aussi appelé la sidération. Donc là, on est en plein... en plein dans de la sidération. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand l'hypervigilance du moment nous fait dire que
non, il n'y a pas d'échappatoire ou pas d'échappatoire sécurisante, eh bien, il va se déconnecter et il va se mettre en sidération. Et là, on est comme dissocié de son corps. Dans certains cas, on va avoir tendance à fuir, c'est comme l'exemple du lion tout à l'heure, et parfois on va avoir tendance à vouloir attaquer. Donc là, pour Clara, par exemple, sa tête s'est vidée et elle était ailleurs, quoi. Dissociation. D'accord. Donc il y a eu un processus dissociatif parce qu'en fait, le cerveau a très rapidement vu les options, et selon lui, à cet instant-là, il n'y avait pas d'option autre plus sécure que de se déconnecter et de se mettre en off. D'accord. En fait. Et souvent, quand tu entends les témoignages des personnes violées, agressées sexuellement, il y a souvent ce processus de sidération. Et ce processus de sidération, c'est ce qui a tendance à déclencher de la culpabilité et à faire que ces femmes-là n'en parlent pas. Parce qu'il y a cette culpabilité de « j'aurais dû ». J'aurais dû me défendre, j'aurais dû crier, j'aurais dû taper dans les parties, j'aurais dû l'empêcher de faire ça. D'ailleurs, ça, on peut en parler, puisque la vidéo, elle va être en rediffusion sur YouTube. Ça sert à rien de faire des raccourcis, de dire, il fallait partir, parce que si la personne n'est pas victime de cette situation-là, on peut pas savoir comment on aurait réagi, nous. C'est vraiment l'instinct de survie qui, à cet instant-là, dirige. Et c'est vrai que, logiquement, quand on réfléchit à la scène, on se dit, mais il aurait fallu crier, peut-être. Oui, mais sur l'instant T, on ne peut pas. C'est un peu comme regarder un film d'horreur et où on se dit mais crie, mais fuis, mais pourquoi tu prends pas la clé quand tu pars, On est tous en train de dire mais elle est bête ou quoi? Mais si nous on était à sa place, je suis pas convaincue qu'on penserait à le faire. C'est clair. Parce qu'à ce moment-là, c'est sauf qui peut, et on essaie de faire comme on peut. Donc déjà la première chose qui s'est passée au moment justement de cette pétrification, c'est de la sidération. C'est une réaction classique de l'instinct de survie. Ensuite, j'essaie de reprendre le déroulé si dans tu ma veux tête. des informations, je peux te les redonner. Bon. Ensuite, il y a eu donc ce processus d'amnésie traumatique, c'est-à-dire qu'il y a eu un oubli. C'est-à-dire que Clara parle du fait qu'à un moment donné, après avoir pleuré, elle a comme oublié ce qui s'est passé. Donc là, d'ailleurs, c'est arrivé très rapidement. Elle nous a dit j'ai oublié quasiment tout de suite. Sous le tapis. Sous le tapis, mon ami. C'est-à-dire que notre cerveau... Mais ça, c'est inconscient, du coup. Alors oui, ça, pareil, c'est un mécanisme traumatique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'inconscient, le cerveau, va prendre le relais, va mettre en place une adaptation, comme on en parlait tout à l'heure, et va pouvoir mettre en place ce processus dissociatif et ce processus d'amnésie traumatique. Donc l'amnésie traumatique, c'est... je ne suis pas en capacité de gérer cette information et cette charge émotionnelle. Du coup, je la mets sous le tapis parce que je ne peux pas la gérer. Pour une prochaine fois, par exemple. Pour une prochaine fois, où je la mets sous le tapis parce que si je la vois, c'est une telle violence pour moi que ma survie est en danger. Tu vois? Donc c'est toujours là, c'est toujours le cerveau reptilien qui parle. On est d'accord. Là, on est toujours avec les alertes dans tous les sens. Les ceintures de sécurité, là, elles sont toutes déconnectées. Donc à ce moment-là, il voit un peu les options et il se dit non. Là, je ne peux pas gérer ce truc-là. Je l'oublie. C'est plus simple de l'oublier. Sauf que, bien sûr, c'est une amnésie traumatique. Donc, à un moment donné, ça peut ressortir. Et ça va ressortir. Mais parfois, tu me le disais hors antenne, ça peut ressortir des dizaines d'années après. Oui, il y a eu des études de fait, justement, sur les traumas dans l'enfance. Donc, par exemple, inceste, viol sur un enfant, d'accord? Et on s'est rendu compte, en fait, que ce traumatisme commençait à émerger et commençait à être perceptible en moyenne 9 ans après qu'il ait eu lieu. D'ailleurs, je rebondis tout de suite sur le chat puisque justement, il y a Aline qui nous dit exactement ça. Elle nous dit « ça finit par ressortir parfois des années plus tard, le subconscient est très doué pour ça ». C'est exactement ça. Et Léa, je vois que tu nous poses une question, on reviendra sur ta question après. On finit avec celle-ci et on verra avec la tienne après. Et ensuite, pour finir avec Clara et son beau témoignage... aujourd'hui, elle a rencontré quelqu'un, elle est tombée amoureuse de quelqu'un. Et le problème, c'est que du coup, encore une fois, il y a un traumatisme. Donc, gardez toujours en tête notre système autonome qui fonctionne hors de notre champ de conscience a des perceptions de la réalité totalement différentes, est en hypervigilance, il y a de l'anxiété, des choses qui sont encore ancrées. Et donc, forcément, qui dit rapport sexuel, dit rappel, stimuli qui rappellent le trauma. Donc des souvenirs entre guillemets, quoi. Voilà, donc soit des souvenirs conscients, soit inconscients, parce qu'on a aussi un bon fonctionnement inconscient. Donc on ne se dit pas forcément, ah tiens, je pense à ça, à ce moment-là, mais juste, on sent que le corps, il n'a rien, en fait. Et ça, c'est clairement le processus dissociatif. C'est encore la même chose, c'est-à-dire que
il est resté bloqué, le corps, dans son processus dissociatif qu'il a mis en place pour se le protéger trauma. lors de Lors cette du expérience, trauma. de cette expérience, Voilà. de cet accident, C'est de ça. ce viol. Et là, si on prend cet exemple concret pour répondre à la question comment en sortir Clara, la solution, c'est de venir désamorcer le trauma. D'accord ? Donc de pouvoir aider ce trauma à être digéré, puisque là il est connu, le trauma. Et pour ça, c'est en fait de diminuer l'intensité, pas l'oublier, ça on peut pas, mais diminuer l'intensité pour qu'elle passe en dessous du seuil de tolérance. D'accord. Et pour que du coup, Mais le du coup, système... ça la remet sous le tapis. Ah Non, non, c'est-à-dire que le souvenir resterait intact, mais la charge émotionnelle associée qui est encore active dans le présent ne le sera plus. D'accord, ok. C'est-à-dire, c'est pouvoir se dire, j'ai été violée. On soulage, mais on n'oublie pas, quoi. On n'oublie pas, j'ai été violée, ça fait partie de mon histoire de vie, ça a été très difficile, mais aujourd'hui, je ne suis plus dans ce trauma. Aujourd'hui, je n'ai plus de séquelles de ce trauma. D'accord. Mais du coup, pour arriver à s'en sortir, il faut être accompagné obligatoirement, quasiment. Bon, moi, j'ai envie de dire oui. Voilà. J'ai envie de dire oui. En fait, il y a différentes choses pour sortir d'un traumatisme. On en parlera peut-être un petit peu plus tout à l'heure. Mais j'aime bien cette métaphore, encore une fois. Veuillez m'excuser, c'est mon truc. Mais du coup, ça nous image bien. Voilà, ça permet vraiment de vulgariser un petit peu ce sujet où il y a plein de fausses croyances. Et ça aussi, on va en parler dans quelques instants. Le trauma, c'est tomber à terre. D'accord ? Est-ce que je suis tombée à terre parce que moi-même, j'ai trébuché ? J'ai fait un accident de voiture. Est-ce que je suis tombée à terre parce qu'on m'a fait un croche-patte et qu'on m'a mis la tête dedans ? Donc là, c'est une agression, c'est quelqu'un qui est à l'origine de ma chute. Ça, c'est un trauma. C'est parce que j'ai eu un trauma que je suis à terre. On est d'accord ? D'accord. Par contre, ce n'est pas parce que j'ai eu un trauma que je reste à terre. D'accord ? C'est-à-dire que je suis à terre, mais ça dépend de moi si je souhaite me relever. D'accord. Donc, pour pouvoir se relever, bien évidemment, il faut besoin avoir de quelqu'un qui te tende la main, par exemple. Ça dépend. Il faut avoir accès aux capacités pour se relever. Et parfois, on n'a pas toujours accès parce que même le meilleur neurochirurgien ne peut pas s'opérer tout seul. Voilà. Et puis, surtout, il ne faut pas se victimiser. C'est-à-dire que si on reste à terre en disant « c'est pas juste que celui qui m'a fait trébucher reste impuni et tant qu'il ne sera pas puni ou tant que ça sera pas, que je ne serai pas considérée dans ma souffrance, je ne me relèverai pas ». Eh bien, le problème, c'est que la première personne punie et impactée par ça, c'est moi. Voilà. Et pour garder cette métaphore, se faire accompagner, c'est accepter la main tendue de quelqu'un qui va dire « je ne peux pas activer tes muscles à ta place. Je ne peux pas te porter, mais je peux te donner l'impulsion de départ qui va te permettre de te relever. » Et une petite question par rapport à Clara toujours, elle me disait qu'à son âge, elle n'avait pas forcément les moyens de se payer des séances de psychologie. Comment on peut s'en sortir en étant adolescent ou jeune adulte qui n'a pas forcément les moyens de faire ça en fait ? Alors, heureusement, aujourd'hui, il y a quand même des thérapies qui sont prises en charge par la sécurité sociale. Surtout aujourd'hui, les accompagnements psychologiques, certains psychologues, sous ordonnance, peuvent faire des consultations remboursées par la Sécu. Donc aujourd'hui, il y a eu un système mis en place. Déjà, la première chose, c'est ça. Et puis ensuite, quand on est enfant, adolescent, il y a le centre médico, CMPP. Aline, justement, voilà. sur le chat, nous dit qu'il y a des centres gratuits également. Voilà, c'est exactement ça. Alors, il y a beaucoup d'attentes, on va pas se mentir. Mais au moins, c'est gratuit, quoi. Ça existe, exactement. Et puis, elle nous disait qu'elle n'osait pas en parler à des personnes plus âgées, de peur d'être jugées. Qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Que ça serait quand même important de le faire, du coup. Bien choisir ces personnes. En fait, c'est un peu comme tout dans la vie, quand on a des difficultés, c'est là où on voit les bonnes personnes, les personnes bienveillantes. Éviter les gens qui vont dire « à ta place, moi j'aurais ». Alors, t'es pas à ma place, tu restes à la tienne. Ça, c'est très important de recadrer. Les personnes qui sont donneuses de leçons, les personnes qui évaluent, les personnes qui... Non. Par contre, en parler à une oreille bienveillante, oui. Un professionnel qui est compétent là-dedans, aussi. Mais c'est vrai que de le verbaliser, en fait, la première chose qui permet la guérison, c'est la conscientisation. C'est-à-dire, c'est ce moment où on se dit « Oh, mais je me reconnais là-dedans et je dois avoir
j'ai un traumatisme. Voilà. D'accord. Alors, parfois, on sait l'origine et parfois, on ne sait pas l'origine. Mais la redondance des problématiques, les sabotages qu'on a tendance à mettre en place, le fait d'avoir des somatisations récurrentes, le fait d'avoir aussi parfois des ressentis qui sont très malaisants quand on est dans tel ou tel contexte ou quand on parle de telle ou telle chose. Ça vient pas de nulle part, tout ça. Donc, je dis pas qu'il faut voir des traumatismes partout, attention, hein, on a suffisamment de problèmes pour s'en inventer, mais le moment où on se dit, mais oui, ça prend du sens, et oui, j'accepte de me dire que j'ai un traumatisme. Et non, je ne me victimise pas, et non, je ne me dis pas que à cause de ce traumatisme, ça explique ma procrastination, ça explique pourquoi je vais pas au bout des choses, ça explique... Non, parce qu'on est acteur de sa vie. Encore une fois, on est libre d'activer ses muscles pour se relever, ou au moins essayer. Voilà. Mais par contre, ça permet du coup de mettre en place le processus de guérison. Et le processus de guérison passe par la conscientisation, par le fait d'écouter les signaux de son corps, d'arrêter de dire « Ah non, c'est rien ». Non, c'est pas rien. C'est peut-être pas vital, c'est peut-être pas quelque chose qui m'empêche de vivre, mais c'est une alerte qui est toujours là alors qu'il n'y a personne sur mon siège passager, quoi. Et à force de mettre sous le tapis, ça finira de toute façon Ça par péter. finit par exploser. Et le problème, c'est que quand la boîte de Pandore s'ouvre, surprise, là, on a toutes les couches, hein. Ouais. D'accord. Et c'est là où moi, parfois, en cabinet, j'ai des personnes qui viennent me voir pour une agression, une rupture récente, ok ? Et on revient à la première rupture du premier amour quand j'avais 16 ans. Mais moi, je me souviens avoir fait les mouvements oculaires avec toi pour un sujet, je ne sais même plus ce que c'était, la peur de la mort. Hein. Voilà, on en parlera peut-être un jour. Et donc j'ai évacué pas mal de choses et paf, j'ai un autre truc qui est revenu. Et voilà. Le décès d'un proche. Oui. Et le truc, enfin, je pensais avoir fait mon deuil et finalement, c'est remonté à la Ouais, surface. c'est que le deuil n'était pas fini. Et c'est ça aussi qui est très important de garder en tête, c'est que la résilience, donc ce processus qui permet de sortir grandi vraiment de nos traumas, hein, puisque ce qui ne me tue pas me rend plus fort, ça fait peut-être bateau, mais c'est la réalité, vraiment. Et du coup, ce processus de résilience, ce n'est pas tout ou rien. Ce n'est pas je suis 100% traumatisée ou je suis 100% résiliente. Il y a tout un processus de guérison. Et parfois, il y a une partie du travail qui a été fait, une partie qui me permet aujourd'hui de vivre pas trop mal. Voilà, de vivre pas trop mal dans ma vie. Mais j'ai envie de vous dire, vous méritez mieux que de vivre pas trop mal. Vous méritez mieux que de vivre avec un frein à main, en fait. Oui, vous pouvez rouler avec votre frein à main, mais ça va surchauffer et vous n'allez pas aller très vite et très loin. C'est dommage. On comprend tout de suite avec tes images. Hein, voilà. Et ça, c'est super important, en fait, ce processus de résilience, parce que, donc là, on parle de guérison, hein, des traumatismes. C'est possible. C'est-à-dire que souvent, j'entends le discours de « Ah, mais ça me semble être une montagne devant moi, j'y arriverai jamais ». C'est possible. Et c'est neurobiologiquement démontré. Et tu sais pourquoi, Laurent ? C'est non, possible. je t'écoute. Parce qu'en fait, notre cerveau est super bien fait. Des fois, il bug un peu, mais il est super bien fait. On a ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est cette capacité qu'a notre cerveau, notre système nerveux de se moduler, de se modifier au fur et à mesure des expériences. J'ai envie de vous donner... On s'adapte en fait. Ouais, on s'adapte. D'accord. J'ai envie de vous donner un exemple. On imagine. Imaginez. Imaginez la douce odeur de parfum de votre ex. D'accord ? Alors ça, c'est pas un bon souvenir. Voilà. Donc, il y a cette odeur, ce parfum associé à votre ex. Donc, à chaque fois que vous allez sentir ce parfum, si vous ne faites rien, vous allez penser à votre ex avec de la colère, avec de la tristesse, avec de la rancœur, peut-être si le deuil n'est pas fini. Bon, du coup, vous allez fuir toutes les personnes qui sentent ce parfum-là. Sauf que si vous rencontrez une autre personne qui a ce parfum-là, au départ, elle va être associée à votre ex. Exactement. Sauf qu'au bout d'un moment, à force de répétition, à force de moments partagés, à force de souvenirs ancrés avec cette nouvelle personne positive, du coup, on part du principe que c'est quelqu'un de bienveillant, avec ce parfum va être associé à elle. C'est-à-dire que l'ancrage de départ va être remplacé. C'est possible pour tout. C'est-à-dire qu'un choc émotionnel, si on ne fait rien, va rester un choc émotionnel. Je me souviens quand j'avais une histoire avec une ex, j'étais parti dans le sud avec elle et quand on y était retournés, nous deux, tous les deux, puisqu'on est très bons amis, meilleurs amis même, et tu m'as dit que c'était important de repasser par là pour se créer de nouveaux ancrages. Oui. Et du coup, la fois d'après où je suis retourné sur ce lieu, je n'ai plus pensé à mon ex, mais à nous deux. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un remplacement de souvenirs. Et ça, c'est possible grâce à cette merveilleuse plasticité cérébrale où notre cerveau est toujours en train de se modifier par l'expérience.
J'insiste, c'est-à-dire que l'idée de l'expérience, mais on fait rien parce qu'on craint que peut-être ce soit difficile au final d'être encore confronté à ce parfum, eh ben ça ne marchera pas. Parce qu'on associe encore et on s'interdit du coup des choses à cause de ce trauma. D'accord ? Par exemple, j'ai eu un accident de voiture, j'ai très envie de partir dans le sud, on prend cet exemple-là. Ah oui, mais si jamais ça se passe mal, si jamais j'angoisse, si jamais je me fais une crise de panique au volant, non, je vais pas y aller. Mais du coup, je ne peux pas remplacer, je ne peux pas réhabituer mon cerveau. En fait, on ne peut pas avancer, quoi. On ne peut pas avancer. Donc, c'est cette action. Et si vous êtes cloué au sol, je reprends ma métaphore de tout à l'heure, parce que vous avez chuté ou on vous a fait chuter, et que vous refusez la main tendue, et que vous n'avez pas la sensation d'avoir accès à vos compétences, à vos capacités pour vous relever, eh ben, le problème, c'est que vous allez rester à terre. Et c'est dommage parce que vous pouvez vous relever et vous méritez de vous relever et de marcher librement et non pas de boiter. Et tout ça, c'est gratuit. Ça coûte pas à la fin de l'heure, on vous fait rien payer. Ah non, on est généreux, c'est cadeau.